En France, on le sait bien, les musées nationaux sont chargés de conserver les trésors de la République. Celui du palais de la Porte Dorée, hormis les poissons multicolores de son aquarium tropical et le célébrissime bureau du maréchal Lyoté, c'est la mémoire de tous ceux qui ont un jour posé leur valise pour un bref moment ou bien définitivement sur le sol français, au sein d'un lieu qui, construit à l'occasion de l'exposition internationale de 1931, a au fil du temps abrité le musée des colonies, de la France d'outre-mer et plus tard des arts d'Afrique et d'Océanie. La Cité nationale de l'histoire de l'immigration raconte depuis octobre 2007 l'héritage de l'immigration en France. Alors qu'on se souvient que Nicolas Sarkozy à l'époque avait boudé l'inauguration et l'ouverture de ce musée qui n'a jamais été visité ni par un président de la République ni par un Premier ministre, c'est donc aujourd'hui François Hollande qui plus tard se charge d'inaugurer officiellement l'institution cet après-midi même. L'événement sera également l'occasion pour le président, on vous l'a dit dans le journal avec Olivier Denré, de s'exprimer dans un discours sur l'immigration, une première pour François Hollande qui jusque-là en a très peu parlé. Mais alors que demain sera également soumis au vote de l'Assemblée nationale le projet de loi sur la réforme de l'asile, l'inauguration de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration par François Hollande est-elle un acte politique? Cet établissement est-il un musée périphérique, géographiquement en tout cas, mais plus peut-être, et comment peut-on aujourd'hui raconter l'immigration dans un musée? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui un historien spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain et des guerres de décolonisation, Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Benjamin Stora, vous êtes le patron de la Cité de l'immigration ou du musée de l'immigration? Il faut dire comment? Bon, on peut dire les deux, bien entendu. Il y a un décret qui va bientôt être publié et qui établira le fait qu'il s'agit d'un musée national qui intègre une cité, c'est-à-dire un endroit où pourront avoir lieu des forums citoyens, des discussions, des débats, etc. Mais c'est un musée national. Mais qu'est-ce que vous faites dans un musée? Vous êtes historien et pas conservateur, vous? Ah, vous ça savez, doit grincer dans le milieu. Ça grince un petit peu, peut-être. Je ne sais pas, ça grince toujours, vous savez. Non, mais le musée, c'est quand même l'histoire, c'est quand même le regard vers le passé, c'est la préservation du patrimoine. Donc, les historiens sont quand même pas très loin de l'établissement des musées. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages. Vous avez notamment écrit Les sources du nationalisme algérien, l'histoire de l'Algérie coloniale, la guerre d'Algérie, De Gaulle et la guerre d'Algérie, l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours avec Abdelwahab Medeb, et puis également Mitterrand et la guerre d'Algérie, ou la guerre d'Algérie vue par les Algériens. Enfin, nous reviendrons sur ces questions-là avec François Mitterrand. Je voudrais faire un petit retour en histoire, mais c'est de l'histoire contemporaine. Est-ce que c'est de l'histoire sérieuse pour vous? Je ne sais pas. Vous vous souvenez, il y a 7 ans, de l'inauguration, de l'ouverture, on va dire, de cette cité de l'immigration? Oui, je m'en souviens, bien sûr, parce qu'il y avait Le 7 octobre 2007, il n'y avait que les 7. Oui, tout à fait. Je m'en souviens parce que à l'époque, il y avait eu plusieurs polémiques autour de ce lieu, à la fois parce que c'était un lieu qui abritait le musée des colonies pendant très longtemps, à la faveur de l'exposition coloniale de 1931, et donc il y avait eu toute une polémique initiée par certains historiens sur le fait de lier l'histoire de l'immigration à l'histoire coloniale, alors qu'il fallait, disons, selon eux bien sûr, détacher peut-être cette histoire de l'immigration de la colonisation. Alors il y a eu une seconde polémique puisque le ministère de l'identité nationale a été créé, et à l'époque, disons, ce ministère de l'identité nationale s'occupait de cette cité de l'immigration. Donc il y a aussi eu une seconde polémique sur les liens pouvant exister entre ce ministère et cette cité. Et puis enfin, il y a une troisième polémique, c'est l'occupation par les sans-papiers, les clandestins, de ce lieu de la Porte Dorée qui a duré plusieurs mois, en 2010. Et naturellement, toutes ces initiatives, effervescences, occupations, discussions, polémiques politiques, eh bien, ont contribué bien sûr largement pendant toutes ces années à brouiller l'image de cet espace destiné à l'histoire. Mais ça veut dire que quoi, de muséal, en fait, ça n'est qu'un espace politique? On n'y échappe pas, même si Jacques Toubon, un instant, qui a présidé à CDC, disait occupons-nous d'histoire et pas de politique, c'est un musée. Mais, sauf que là... Ben oui, parce que vous savez, l'immigration en France reste un sujet passionnel, brûlant, conflictuel, clivant, entre guillemets, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est un sujet difficile de séparer, disons, l'histoire de la mémoire et de la politique, c'est compliqué. C'est ce que je vais essayer de faire dans les mois qui viennent, bien entendu, faire en sorte que ce soit un historien qui soit à la tête de cette institution. C'est peut-être le moyen de faire en sorte qu'on parle plus d'histoire que de politique, encore que la politique, bien entendu, est bien présente dans l'écriture de l'histoire. C'est les petits flashbacks, comme on dit en français, Benjamin Stora, le journal de France 2 du 7 octobre 2007.
L'immigration a désormais son musée en France. La Cité nationale de l'histoire de l'immigration sera inaugurée demain dans le palais de la Porte Dorée à Paris. Il retrace 150 ans d'histoire et a pour vocation de valoriser l'immigration en lui faisant sa place dans la mémoire nationale. Génération après génération, le défilé des immigrés. Depuis 150 ans, ils font bien partie de l'histoire de France, des Belges des frontières aux Chinois du bout du monde. Tous sont ici conviés dans cette première cité de l'immigration, un grand musée. Niché aujourd'hui dans cet ancien bâtiment, phare de l'exposition coloniale, c'était en 1931. Tout cela contribue à l'ambitieuse vocation de la cité. Faire en sorte que, reconnaissant la place que l'immigration a tenue dans la construction de notre pays, on puisse en quelque sorte changer le regard que l'on a aujourd'hui sur l'immigration. Cette cité dédiée aux immigrés ouvre demain au public. Mais il n'y aura pas de célébration officielle, comme si l'immigration posait toujours problème. Voilà, et nous étions donc en 2007, Benjamin Stora, dans aujourd'hui Le Parisien, très bel article de Philippe Martinat qui raconte 7 ans d'histoire tumultueuse pour le musée de l'immigration. Rappelle à son tour que Nicolas Sarkozy, qui s'était lui-même présenté pendant la campagne présidentielle de 2007 comme un Français de sang mêlé, refusera d'aller inaugurer le musée du palais de la Porte Dorée. Symboliquement, c'est quand même très fort. Comment vous avez interprété cela à l'époque ? Ah bah c'était une bataille, bien entendu, une bataille compliquée. D'ailleurs, à l'époque, Jacques Toubon a essayé de maintenir précisément l'existence de cette cité qui était peut-être remis en question, qui était peut-être remis en cause, notamment dans les années 2009, 2010, 2011. C'était très difficile, puisque le pouvoir politique, à ce moment-là, considérait, disons, que l'immigration représentait un enjeu stratégique, idéologique important, et qu'il valait mieux, précisément, ne pas valoriser l'apport de l'histoire de l'immigration. Et toute la bataille, bien entendu, ensuite, ça a été de maintenir le lieu, d'abord, et puis, on le verra, bien sûr, essayer d'avoir des moyens, disons, supplémentaires pour faire en sorte que cette histoire soit mieux connue. Mais comment observez-vous, en tant qu'historien, les discours politiques, alors là, tout au long de l'histoire, justement, par rapport à ce sujet-là? Vous avez écrit sur ça, très précisément, notamment à travers le livre sur le général de Gaulle, et puis aussi à travers François Mitterrand. C'est une vieille histoire. Enfin, il y a aussi un livre que j'ai écrit en collaboration avec Émile Temim, qui est un historien de l'immigration qui est décédé récemment. Un livre qui s'appelle Immigrance, qui est paru aux éditions Hachette sur l'histoire de l'immigration en France au XXe siècle. C'est une longue histoire, bien sûr, à la fois d'intégration mais aussi de qualité. L'histoire de l'immigration en France, que l'on songe par exemple au sort qui a été réservé aux Italiens à la fin du XIXe siècle, à Aigues-Mortes. Bien sûr, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, les manifestations contre ceux que l'on appelait les métèques, ceux qui envahissaient la France dans les années 30, et la xénophobie, et puis aussi la guerre d'Algérie qui a été difficile pour les immigrés algériens en France, qui ont contribué largement à la reconstruction du pays, notamment au plan industriel, que l'on songe à la forteresse Renault, par exemple, qui était, disons, la forteresse ouvrière où travaillaient de très nombreux travailleurs, comme on disait à l'époque, entre guillemets, nord-africains. Je vous renvoie pour ça aux travaux d'Abdelmalek Sayad, par exemple, qui est un grand sociologue aussi, qui a très bien raconté cette histoire. Et puis plus récemment, dans les années 70-80, les batailles contre le racisme, pour l'égalité des droits. Bref, toute une histoire à la fois où on voit la France qui est celle de l'hospitalité, des droits de l'homme, de l'accueil, mais aussi une France où il y a la xénophobie, le rejet. Est-ce que ce n'est pas ça l'écueil d'un cahier des charges d'un musée comme celui-là et que vous présidez? C'est-à-dire que c'est le reflet qui nous renvoie. En général, les musées, on voit bien le musée des monuments français, on voit bien les musées de peinture, d'art, nous renvoient au fond quelque chose qui est de l'ordre de la gloire, de la beauté, de la réussite, de la performance, que sais-je encore. Là, ce musée de l'immigration, il renvoie forcément, comme vous le dites, aux belles valeurs de notre liberté, égalité, fraternité, mais il renvoie aussi forcément, de fait, on n'y échappe pas, à nos faiblesses, voire à nos vilenies. Tout à fait, c'est toute la difficulté de ce type de musée, il est de plusieurs ordres. Et c'est là que c'est politique immédiatement. Oui, c'est effectivement très complexe parce qu'il s'agit d'histoire immédiate aussi, d'histoire très contemporaine. C'est ça la difficulté. Qu'on n'est peut-être pas toujours soldé comme on veut bien le croire parfois. Oui, c'est difficile parce qu'il y a aussi le fait que comme c'est une histoire très contemporaine et une histoire aussi qui a été fabriquée entre guillemets par des hommes et des femmes qui n'avaient pas vocation à être éternellement des immigrés. Oui. Puisque ceux qui venaient en France pour travailler, eh bien, au fur et à mesure des années qui passaient, eh bien, se sont, comme on dit, intégrés dans la société française et n'avaient pas forcément envie qu'on leur
rappelle en permanence l'exil, le déracinement, le traumatisme, disons, de l'immigration. Ce qui fait que ce musée de l'immigration, disons, n'est pas un musée des immigrés. Il est un musée d'histoire destiné à parler à tous les Français pour faire en sorte que les Français réalisent à quel point cette immigration, tout au long du XXe siècle en particulier, a constitué une part décisive de l'histoire nationale et républicaine. Mais c'est difficile, disons, de raconter l'histoire d'une fraction de la population qui, elle-même, pendant très longtemps, n'a peut-être pas regardé elle-même cette histoire. C'est complexe. Ou peut-être elle n'a pas voulu, à un certain moment, on n'a plus voulu qu'on la désigne comme immigrée, avec les faits, ce qu'on appelle... Non, tout à fait, parce qu'il y a ce refus de la relégation, le refus de la ghettoisation, de la stigmatisation qui va avec, évidemment. Donc il faut à la fois montrer cette histoire et à la fois s'adresser, enfin l'histoire des immigrés bien sûr, et à la fois s'adresser à l'ensemble, disons, de la société française pour voir, encore une fois, en quoi cette histoire migratoire a construit, fabriqué la société française moderne telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors le discours des hommes politiques sur cette question-là n'en finit pas de varier au gré des circonstances et des appétits électoraux. Oubliez le François Mitterrand du temps de la guerre d'Algérie quand il s'exprime, souvenez-vous, en 1987, à l'occasion d'un colloque sur la France et la pluralité des cultures. Nous sommes donc 20 ans avant l'inauguration, enfin l'ouverture du musée que vous dirigez aujourd'hui. Benjamin Stora, écoutez comment un président de la République, à l'époque, 87, pouvait parler de cette question de l'immigration. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente. C'est celle-là qui sera épinglée. Et qui incitera à dire, vous voyez bien. D'ailleurs, c'est le président de la République qui l'a dit. Nous me répéterons peut-être, sans mettre exactement le même sens aux propos que je tiens. Je voudrais bien que ces choix politiques n'altèrent pas ce type de débat et que puissent, c'est d'ailleurs le cas, siéger dans des assemblées comme celle-ci, des femmes et des hommes qui seraient capables de choisir l'unité de la France à construire. François Mitterrand, 1987, on est 27 ans plus tard. Et oui. Benjamin Stora. Il y avait une audace incontestable dans ce discours qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le discours des hommes politiques français, qui sont très frileux sur ces questions. Vous aimeriez que François Hollande, 25 ans plus tard, après ce discours-là, et cette même audace-là, vous qui avez soutenu sa campagne, qui avez même tenu un peu son stylo pour quelques discours, vous avez tenu le stylo du président de la République pour cet après-midi? Non. Mais vous l'avez sans doute vu, que lui suggérez-vous de dire? De dire cela exactement, c'est-à-dire que la France aussi, c'est composé de populations diverses, que la pluralité culturelle a construit ce qu'on a appelé l'identité française. Il faut rappeler cela aujourd'hui, de manière symbolique et culturelle, de manière très forte, parce qu'aujourd'hui les vents sont mauvais, parce que la tendance à la xénophobie est très forte, parce que le repli nationaliste nous guette avec ce refus d'Europe, avec ce refus de la Méditerranée, parce qu'il y a des succès en librairie inquiétants, d'ouvrages qui disent il faut se replier sur soi, faire en sorte de retrouver une certaine pureté de la France. Et ce sont ces ouvrages, ce sont ces colloques, ce sont ces éditorialistes, ce sont ces paroles qui sont aujourd'hui très à la mode. La mode, vous savez, est à la critique de l'antiracisme. Mais la mode n'est pas au combat contre le racisme. La mode, c'est critiquer l'antiracisme, comme on critique aussi, d'ailleurs, par parenthèse, l'antifascisme, qui est totalement devenu ringard, archaïque, etc. Eh bien, lorsqu'effectivement on écoute ce discours de François Mitterrand de 1987, on se dit comme c'est loin tout cela. Alors il faut peut-être se ressaisir et reprendre précisément les valeurs fondatrices qui ont fait l'unité précisément de la France, c'est-à-dire adosser ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et donc retrouver peut-être aussi cette forme d'accueil qui est celle de la tradition de l'hospitalité française. Parce que c'est un mal européen, en l'occurrence ce rapport complexe à l'immigration. Le Figaro d'aujourd'hui fait de pleines pages de dossiers sur cette question. Immigration, le débat qui bouscule toute
l'Europe et notamment rappelle comment il y a aujourd'hui de gros soucis sur ces questions-là, notamment en Suède, qui était réputée pour être plutôt calme avec cette question, ou encore en Allemagne, avec les courants anti-islam condamnés par Angela Merkel. Oui, parce que tout se mélange, mais voici que voilà, le Figaro nous parle d'une Europe en ordre disperse à la déferlante migratoire, et il rajoute qu'avec la thématique de l'immigration, le président de la République, François Hollande, est tenté de renouer avec les valeurs symboliques de la gauche. Vous savez, l'immigration, c'est un fait historique. Ça sert à rien d'idéologiser tout ça et d'expliquer que tout a changé, etc. Ce qui a changé, pour moi, fondamentalement, c'est l'aggravation du chômage en France et en Europe, qui fait qu'on accueillait mieux les immigrés dans les années 50-60, au moment des 30 Glorieuses. Et qu'aujourd'hui, avec 4 millions de chômeurs, c'est beaucoup plus difficile de regarder sereinement l'immigration. Mais l'immigration est un fait historique établi dans la durée, dans la longue durée, contre laquelle on ne peut rien, disons, faire, si ce n'est reconstruire le passé et le fantasmer. C'est-à-dire reconstruire, disons, l'histoire, la réécrire en disant l'immigration n'est pas du tout un facteur décisif dans l'histoire de France. C'est réécrire l'histoire complètement. D'autre part, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, il y a aussi la question démographique en France et en Europe. On aura l'occasion de discuter de ces questions-là. Donc on ne peut pas entrevoir la question de l'immigration uniquement sous la forme de fermons les frontières, replions-nous et vive l'immigration zéro. C'est absurde. C'est mettre la France à l'écart de la mondialisation culturelle et économique, et c'est nous replier et nous couper du reste du monde, et donc affaiblir notre potentiel culturel. Mais alors, d'un mot, et nous reviendrons sur ces thèmes-là, bien sûr, en seconde partie avec Bruce Couturier. Qu'est-ce qu'on y voit symboliquement? Dites-moi, je sais pas, quel objet, quelle toile, quel texte, quel livre, dans le musée de l'immigration, permettrait au fond de plaider cette cause-là que vous plaidez, Benjamin Stora? Vous savez, il y a d'abord toutes les pièces, il y a beaucoup de pièces dans le musée de l'immigration. Il y a d'abord tout ce qui concerne, bien sûr, les bagages emmenés avec eux par les descendants des immigrés, enfin les immigrés italiens, polonais, portugais, etc., au niveau des vêtements, des coutumes, de la nourriture, de la tradition culinaire. Il y a aussi tout l'engagement politique qu'ont eu ces immigrés, ces antifranquistes, ces antifascistes, ces anti-nazis, allemands, italiens, espagnols, qui ont combattu sur le sol français aussi dans la résistance avec la fiche rouge. Je ne peux pas tout développer. Allez, on y reviendra mais j'espère que les auditeurs de France Culture iront voir ce musée de l'immigration. À la porte dorée. Nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième partie introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, bonjour Benjamin Stora. L'immigration, sujet à forts investissements idéologiques, est en train de redevenir dans notre pays un enjeu politique donnant lieu à des surenchères. Alors comment calmer le jeu et déminer le débat? Comment parler rationnellement de l'immigration? Ce sera la question de 8h15 avec notre invité Benjamin Stora. 7h50. 8h17, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Bonjour Marc, bonjour Benjamin Stora. D'un côté, David Cameron, le Premier ministre conservateur britannique, concurrencé sur sa droite par la montée du parti eurosceptique UKIP, propose de durcir la politique migratoire de son pays. Quitte à enfreindre les règles de libre circulation de l'Union européenne, il voudrait notamment soumettre le droit aux prestations sociales des migrants venus d'autres pays de l'Union européenne à un moratoire de 4 ans et expulser des immigrés qui n'auraient pas trouvé de travail au bout de 6 mois. La presse tabloïde anglaise se déchaîne contre ce qu'elle nomme le tourisme social, dont la réalité reste à prouver. De l'autre, c'est l'Allemagne, au taux de natalité très insuffisant pour maintenir sa population, qui se réjouit d'être devenue la deuxième terre d'immigration au monde derrière les États-Unis, mais devant le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et bien sûr la France. Selon l'OCDE, le pays de Madame Merkel a accueilli en 2013 pas loin d'un demi-million de migrants, 465 777 personnes exactement, contre le double aux États-Unis, 291 000 en Grande-Bretagne et 258 900 en France. L'Allemagne attire parce que son économie est prospère et que son marché du travail est proche du plein emploi. À la différence du Canada ou de la Nouvelle-Zélande, nos voisins d'outre-Rhin ne sélectionnent pas les immigrés sur la base de leurs compétences et des disponibilités d'emploi, mais les Allemands gèrent assez bien un système de qualification qui favorise l'intégration des immigrés par le travail. La provenance de ceux-ci est principalement l'Europe centrale, les Polonais sont les plus nombreux, mais on observe aussi récemment une arrivée massive d'Européens du Sud, Espagnols, Italiens, Portugais, à la recherche des emplois qu'ils ne trouvent pas chez eux. Chez nous, l'immigration est en train de redevenir, comme dans toute l'Europe, un sujet hypersensible, fortement investi sur le plan idéologique. François Fillon fait des propositions qui rappellent celles de David Cameron et se prononce pour l'instauration de quotas fixés par le Parlement, afin, je cite, que notre politique d'immigration corresponde à notre capacité d'accueil.
Et il propose un délai de 2 ans avant que les nouveaux arrivés puissent bénéficier des aides sociales, des aides au logement et des allocations familiales. De son côté, François Hollande ressort la proposition en forme de serpent de mer du vote des étrangers non communautaires aux élections municipales. Eh bien, aux uns et aux autres, on suggérera une étude mise en ligne par le think tank British Future, intitulée How to Talk About Immigration, comment parler de l'immigration. Ces auteurs constatent que l'opinion britannique est sur le sujet modérée et non pas à cran, mais qu'elle ne fait plus aucune confiance aux politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les lecteurs constatent qu'il a été exclu de décision le concernant. Il faut, écrivent les auteurs de ce rapport, reconquérir la confiance du public, et ce ne serait pas difficile, car une approche raisonnable rencontrerait les aspirations majoritaires du pays. En effet, si 25% des sondés sont réjectionnistes, et voudraient limiter fortement l'immigration, et que 25% au contraire sont qualifiés de migration liberals, qui se réjouissent de l'apport notamment économique et aussi culturel des migrants à la croissance britannique, la majorité est raisonnablement hésitante, est davantage sensible à l'impact culturel de l'immigration sur le pays qu'aux arguments économiques. Elle se demande si les immigrés partagent les mêmes valeurs britanniques qu'elle. Afin de les rassurer, les auteurs formulent 5 préconisations qui s'inspirent de la campagne Reach the Center, lancée avec succès par les associations américaines de défense des migrants. Primo, cessez de ne pas vouloir en parler. Sinon, les gens ont le sentiment qu'on va leur interdire le débat et qu'on les prend pour des racistes. Or, il faut distinguer, disent les auteurs du rapport, les inquiétudes d'ordre culturel, cultural concerns, qui sont légitimes, des préjugés racistes, racial prejudice, qui ne le sont pas. Mais ceux-ci, observe-t-il, sont rares dans l'opinion publique, comme en témoignent les scores ridicules du British National Party. Secundo, cessez d'asséner des arguments économiques tels que les migrants étant jeunes, ils contribuent davantage au financement du système social et en bénéficient moins parce qu'ils sont moins souvent malades. Même si c'est vrai, il faut accepter de parler aussi des changements culturels. Tertio, reconnaître la légitimité de certaines anxiétés telles que la pression sur le logement ou sur l'école. Quarto, faire le poids du vécu individuel derrière les statistiques. Conseiller aux médias de faire parler des immigrés de longue date. Ils sont bien davantage crédibles que les politiciens. Quinto, miser sur les jeunes. Leur appréciation est beaucoup plus positive. Alors, afin de calmer le débat en France, peut-on transmettre ces conseils à nos chers dirigeants ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. C'est ce que fait un peu la croix de ce matin, Brice Couturier. Ces immigrés qui ont choisi la France, qui donnent la parole à divers personnes polonaises, italiennes, chinoises, algériennes. Voilà, c'est les pages événements de la croix avec une interview de notre invité Benjamin Stora. Benjamin Stora, réaction, commentaire à la chronique de Brice Couturier ? C'est très intéressant parce qu'effectivement les arguments économiques ne suffisent pas aujourd'hui à rassurer par rapport aux inquiétudes qui existent en France. Ceci dit, les arguments de type culturaliste nous conduisent quelquefois à l'essentialisme. Il y a aussi là un danger. C'est-à-dire qu'il faut naviguer entre la dimension strictement économiste du problème et la dimension qui se voudrait exclusivement culturaliste du problème et essentialiste. Donc il faut naviguer entre ces deux écueils et trouver le juste milieu du propos à la fois politique, social et culturel. Et comment vous jugez la montée en puissance le discours de droite, par exemple, de François Fillon, qui, dans son programme on dit de rupture, véritablement, préconise des mesures qui s'apparentent tout à fait à celles de Cameron, conservateur en Grande-Bretagne, et puis de l'autre côté, François Hollande, qui remet sur le tapis une proposition dont il sait parfaitement qu'elle n'a aucune chance de passer, puisqu'elle est impopulaire et qu'elle n'a pas de majorité. Sur la proposition de François Fillon, qui vise à donner les conditions sociales d'attribution, logement, etc. Au bout de 2 ans d'installation, franchement, c'est pas très réaliste parce que les gens resteront pas 2 ans sans protection sociale, sans logement, dans une précarité absolue. Donc, nous pas les meilleurs talents d'étrangers si on leur dit que pendant 2 ans, ils vont vivre dans la précarité. Quant au droit de vote des étrangers, vous savez, c'est une très vieille revendication politique de la gauche française. C'était la proposition 50 du candidat Hollande pour les élections. Oui, c'était de François Mitterrand, dont on a entendu l'archive extraordinaire de tout à l'heure, la proposition 21. Donc, effectivement, François Hollande, peut-être, veut rester quelque part fidèle à cette tradition historique de la gauche, donc à son électorat de gauche. Il faut y voir là, peut-être là, un clin d'œil
à la fois plus politique qu'essentiellement, disons, répondant à des nécessités de la société d'aujourd'hui. Oui, Mais c'est réaliste dans la mesure où on voit que 60% de l'opinion aujourd'hui est contre, alors que 60% de l'opinion était pour il y a un an. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce basculement de l'opinion publique à ce propos? Vous savez, les sondages, là, le sondage est tellement rapproché l'un de l'autre, entre 2011 exactement et 2014, c'est-à-dire 3 ans d'écart, et avec des chiffres quasiment identiques à front renversé, qu'on peut se dire qu'une campagne, par exemple, sur le plan politique, sur le fait de dire que l'apprentissage citoyen, notamment dans les communes, sera indispensable aussi pour faire en sorte que ceux qui travaillent dans ce pays, qui payent leurs impôts dans ce pays et qui participent à la croissance économique, qu'on le veuille ou non de ce pays, auront peut-être tôt ou tard, comme dans d'autres pays d'Europe, dans de nombreux autres pays d'Europe, la possibilité de voter aux élections. Mais le climat, depuis quelques années en France, je l'ai dit tout à l'heure, est un climat de peur qui s'est installé, un climat d'angoisse sur les questions des identités malheureuses, des identités en péril, sur, disons, la tentation du repli vers le passé, vers une nation fixe, éternelle. Donc on est installé, disons, dans cet entre-soi confortable qui nous empêche véritablement, selon moi, d'aller vers le futur, c'est-à-dire les défis de la mondialisation culturelle et le fait d'attirer aujourd'hui des talents qui, avec nous, contribueront aussi à faire de la France une grande puissance technologique, par exemple, pour le futur. Écoutez donc le témoignage de Jacques Fournier, Benjamin Stora. Jacques Fournier, qui est un haut fonctionnaire, conseiller d'État honoraire. Il a été secrétaire général de la présidence de la République entre 80 et 82, puis secrétaire général du gouvernement de 82 à 86. Il a notamment présidé à une époque le Gaz de France et la SNCF. Nous l'avions reçu ici pour un ouvrage qui portait sur l'économie des besoins. Il publie, c'est tout à fait personnel, l'Algérie, retrouvé évidemment, le titre nous a fait penser du coup aussi à vous. C'est aux éditions Bouchen, une sorte de journal qui est d'années qui recouvre les années 1929 et 2014. C'est un sage, Jacques Fournier. On a voulu lui poser cette question, lui qui a donc longtemps et qui a bien connu l'Algérie, qui a passé toute sa jeunesse dans le Dara, qui a fait ses études à Oran, à Alger, qui s'est marié avec la fille d'un écrivain algérien, Mohand Tazerout. Nous avions envie de lui poser quelques questions liées justement à cette actualité, la vôtre, celle du musée de l'immigration. Première question qu'Amélie Perrault a posée à Jacques Fournier. Au fond, la question de l'immigration qui, selon lui, est une clé pour faire fructifier les relations franco-algériennes, à condition que ces relations-là soient comprises exactement dans les deux sens. Jacques Fournier. Je crois que, qu'on le veuille ou non, 130 ans de la colonisation française, ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'il y a un lien naturel entre nos deux pays, les deux rives de la Méditerranée, comme ils disent, et que ce lien doit s'entretenir par une pénétration réciproque des deux populations. Donc les Algériens ne demandent qu'à venir en France. Il faut organiser cette venue. Moi, je déplore les limites qui sont faites à l'immigration. Je pense qu'il faut accueillir beaucoup plus largement les étudiants algériens. Je pense qu'il faut se féliciter que par exemple on dise de Marseille que c'est devenu la 49e wilaya, la 48 wilaya en Algérie, la 49e c'est Marseille parce qu'il y a beaucoup d'Algériens. Moi je m'en félicite. Il faut accueillir, intégrer, organiser la rencontre entre les gens qui viennent de là-bas et les Français. Mais en sens inverse, il faudrait que le mouvement persiste et c'est là que je suis un peu inquiet en ce moment. Parce que c'est un problème qui dépasse l'Algérie, c'est le problème général de l'islamisme, l'insécurité, tout ce qu'on associe à ça. Mais je maintiens que si vous allez maintenant en Algérie, que vous alliez à Oran, Alger, à Tizi Ouzou ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plus de problème là-bas que vous en avez à Paris. Il faut essayer d'inverser la tendance et faire en sorte que les Français, soit qu'ils soient des investisseurs, des industriels qui ont envie de travailler là-bas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des liens dans les deux sens. Et je pense que ça correspond à l'intérêt profond de nos deux pays. Alors évidemment, dès qu'on évoque cette question de l'immigration, Cité nationale de l'histoire de l'immigration, dans ce que ça fait résonner ici en France, c'est la question de l'Algérie. Benjamin Stora, faut-il ou non lier ces questions-là justement qui provoquent ces tensions? Est-ce que les tensions autour de l'immigration sont liées ou non à la mémoire vive de la colonisation? Le point de vue sur cette question de Jacques Fournier au micro d'Amélie Perrault. Je crois que l'immense, quand même, majorité des gens des deux côtés est ouvert à une coopération et que les problèmes de mémoire, je crois pas qu'il faille les placer au premier plan, parce que si on les place au premier plan, on cristallise les choses, on suscite les interventions des plus radicaux et on risque d'être paralysé. Donc il faut, je crois, les mettre un peu de côté. Un jour ou l'autre, on fera peut-être un grand traité d'amitié ou je ne sais quoi
pourquoi pas, mais je veux dire, il ne faut pas commencer par là, il faut commencer par avoir des échanges universitaires, des échanges commerciaux, des échanges touristiques, et on dépasse absolument ce problème. Moi, je crois que la peur, elle n'existe pas quand vous avez des relations directes, que ce soit français, marocain, tunisien, algérien, ou personnes appartenant à d'autres pays. La peur, elle est liée quand même, là maintenant, à l'intensification des conflits, notamment au Moyen-Orient, et à l'assimilation que l'on fait d'une façon extrêmement sommaire, pour laquelle il y a tout un problème d'éducation de la population, d'appel à la réflexion, l'assimilation que l'on a tendance à faire entre arabes, musulmans et terroristes. Il faut absolument sortir de là. Jacques Fournier qui publie l'Algérie retrouvée aux éditions Bouchène. Benjamin Stora. Sur les rapports entre mémoire, immigration, histoire, je pense qu'on ne peut pas les effacer, c'est évident. Il y a des réflexes, des comportements, des habitudes qui renvoient effectivement à cette sorte d'affrontement, de guerre de mémoire et qui influent sur les questions communautaires en France, qui travaillent, disons, les communautés, etc. Mais il y a une chose qui est vraie dans ce que dit Jacques Fournier, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons prisonniers de la tyrannie des mémoires. Il faut aussi, c'est tout l'objectif de ce musée, c'est de passer de cette espèce de poids terrible des mémoires à l'histoire distanciée. C'est toute la difficulté qui est là. Et si on reste éternellement prisonnier de cette espèce j'allais dire, de tyrannie mémorielle qui nous oblige sans cesse à rester enfermés, presque esclaves, disons, du passé, alors on peut pas, c'est vrai, affronter les défis de l'avenir. Alors il faut assumer, disons, cette histoire, il faut la regarder en face, et en particulier pour ce qui concerne l'immigration, c'est une histoire de facto inscrite dans l'histoire de France. L'histoire de l'immigration, à mon avis, tout au long du XXe siècle, n'est pas une histoire séparée de l'histoire nationale. C'est pas une histoire que l'on peut reléguer dans les banlieues de l'histoire. C'est pas une histoire périphérique. Progressivement, elle s'est imposée comme une histoire très importante. D'où la nécessité qu'a éprouvé Jacques Chirac au début des années 2000 de créer ce musée, de créer cet Rendons à espace. César ce qui appartient à César. Oui, l'idée première de ce musée, elle revient à Jacques Chirac. Pas tout à fait, parce que Lionel Jospin, avec l'historien Patrick Weil en particulier, et d'autres historiens aussi à la fin des années 90 comme Gérard Noiriel, avaient eu cette idée-là. Mais il est évident que ce qui s'est passé en 2002 avec l'électrochoc du second tour de la présidentielle, avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, a provoqué cette nécessité de vouloir assumer ce passé de la France dans sa diversité et sa pluralité. C'est le grand mérite de Jacques Chirac d'avoir voulu absolument installer cet espace culturel au cœur de la capitale française. Mais cela dit, Benjamin Stora, permettez-moi de pointer non pas une contradiction, mais je voudrais éclaircir un point. Quand vous dites, vous, historien, attention à la tyrannie mémorielle, de ne pas s'y enfermer et de voir vers l'avenir. En même temps, comment réagissez-vous quand aujourd'hui, une municipalité dans le sud de la France décide de débaptiser une place des Accordéviens pour la baptiser d'un nom d'un des généraux putschistes de la guerre d'Algérie? Là, on entre dans une autre discussion. On m'avait invité pour parler de l'immigration. Mais... Et là, on parle de la mémoire de la guerre d'Algérie. Donc, il faut essayer, c'est un conseil. Il faudrait essayer, effectivement, de ne pas, à chaque fois, faire interférer l'ensemble des séquences et des registres. C'est-à-dire immigration, mémoire de la guerre d'Algérie, islam, terrorisme, musulman. Mais de fait, elle intervient tout le temps. À un moment donné, on s'y retrouve mais ça intervient tout le temps dans l'actualité telle qu'elle est traitée aujourd'hui. Parce qu'on les fait intervenir tout le temps. Oui, mais comment le décrypter ? Veut précisément les faire intervenir en permanence. Parce que vous savez, l'immense masse des Algériens qui vivent en France. Je crois dans la chronique était dite tout à l'heure, on disait il faut faire parler les vieux acteurs de l'immigration. Vous savez, les vieux acteurs de l'immigration algérienne en France aspirent, puisqu'on vous parlait de l'Algérie, aspirent essentiellement, disons, à vivre tranquillement dans la société française et non pas, disons, dans cette espèce de frénésie qui nous conduirait à des guerres, à des affrontements, à des ruptures, à des conflits perpétuels. Je crois qu'il faut aussi faire parler ces acteurs-là. Alors il y a d'autres acteurs, vous avez raison quand même de poser le problème, qui eux ont intérêt à réveiller de manière, avec des électrochocs, de manière douloureuse ces mémoires et remettre en scène et répéter et rejouer encore la séquence guerre d'Algérie au risque précisément de la séparation des mémoires, des communautés, des affrontements. Je crois que c'est cela qu'il faut peut-être éviter pour faire en sorte que dans la société française, on ne puisse pas vivre en état de tension permanente. Et parce que ce qu'il est important de faire dans un musée de l'immigration, c'est de mettre en regard des mémoires justement différentes, qu'elles soient algériennes, polonaises,
italiennes, portugaises et que sais-je encore. Tout à fait. N'oublions pas toutes ces histoires particulières, des immigrations arméniennes, par exemple. Il y aura l'année prochaine, en 2015, naturellement, la question du génocide arménien. Donc, la place prise par l'immigration arménienne en France est considérable. Bien sûr, la prochaine grande exposition qui aura lieu dans ce musée national sera consacrée aux Italiens en France, parce que l'immigration italienne est une des plus importantes du point de vue des descendants des immigrations. Ce sont les plus nombreux dans la société française. On ne le sait pas. Je veux dire, ça, c'est des choses importantes. Et donc, il faudra parler, bien sûr, des Italiens. Il faudra aussi non seulement parler des communautés et des immigrations, mais au sens transversal du terme, de ce qui, fabrique des objets du prestige français reconnus dans le monde entier. En ce moment, par exemple, au musée de l'immigration, il y a une exposition consacrée à la haute couture. Et donc, les grands couturiers étrangers qui ont apporté beaucoup à la France, en particulier Kenzo, Asdin El Ayab, Balenciaga, Paco Rabanne, on va pas tous les citer. C'est une très très belle exposition de tenues, de vêtements, de robes, bien sûr, de la haute couture, qui sont présentées en collaboration avec le Palais Galliera. Et c'est une très belle exposition qui se tient en ce moment au Musée national de l'immigration. Voilà quelques-unes des pistes qu'il faut sans arrêt explorer pour faire en sorte que l'immigration ne nous ramène pas perpétuellement aux guerres, aux séparations, aux conflits, parce que sinon, effectivement, on estime à partir de là que ce qu'on appelle l'intégration est impossible. Pour moi, c'est soit on estime que l'intégration est impossible, et à ce moment-là, on en rajoute davantage et toujours plus sur le côté impossible, disons, de cette assimilation à la République, ou bien au contraire, on essaye de faire en sorte que des passerelles soient établies, que des mains soient tendues, et que cette histoire soit intégrée dans le récit national républicain, enrichisse ce récit national. Alors, sur ce thème-là, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait parler de démographie. Les démographes, eux, sont beaucoup moins pessimistes que les hommes politiques, les journalistes ou les historiens. Ils disent que la démographie, de toute façon, réglera la question parce qu'on assiste, quoi qu'il arrive, de plus en plus à travers notamment les phénomènes d'immigration. Ensuite, avec les deuxième ou troisième générations, à une mixité de mariages telle La France est le pays d'Europe où il y a le plus de mariages mixtes. Ça, il faut le savoir, c'est établi de manière scientifique. D'ailleurs, c'est dans le livre que j'avais fait avec Émile Temim, ou un important article écrit par Wassila El-Taïeb qui démontrait très précisément en quoi, disons, en France en particulier, la question de la mixité par le mariage et de la mixité sexuelle, culturelle et sociale était la plus élevée en Europe. Ce qui prouve que ça fonctionne aussi, ce qu'on appelle le modèle républicain. Parce que si on met exclusivement l'accent sur ce qui ne va pas, sur ce qui dérape, sur ce qui aggrave, disons, la situation, alors effectivement, on rentre dans des périodes qui préparent des affrontements. C'est pas ma position. Je veux dire qu'il faut aussi regarder le fait qu'en France, vous avez des jeunes issus des immigrations qu'on appelle, entre guillemets, postcoloniales ou autres, qui sont aujourd'hui à l'école normale supérieure, qui sont à Polytechnique, qui sont des chefs d'entreprise aujourd'hui extrêmement audacieux. Et c'est aussi tout cela, je veux dire, qui fait la richesse française et son rayonnement et son prestige dans le monde. La mixité sexuelle comme rapport à la xénophobie, voilà un joli programme, Maurice Couturier. Moi, je voudrais, sans vouloir relancer la guerre des mémoires, vous avez raison, il ne faut pas le faire, non plus pas avoir une vision irénique de l'immigration, parce que c'est pas un bloc, elle est traversée de conflits. Il y a des conflits mémoriels au sein de cette immigration. Quelle place faites-vous dans votre musée, par exemple, aux Pieds Noirs et aux Harkis? Quelle place faites-vous aux Juifs chassés des pays arabes? Alors là, c'est très simple. Là, c'est très simple. Il n'y a pas par exemple, j'ai dirigé une exposition sur les Algériens en France en 2012. Cette question, je l'ai soulevée. Or, ce qu'on appelle les Pieds Noirs, les Européens d'Algérie, sont des Français. Ce ne sont pas des immigrés, ce ne sont pas des étrangers au sens classique du terme. Les Harkis ont choisi la France, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des immigrés. Donc n'oublions pas qu'il faut tracer un périmètre méthodologique sur le plan scientifique, sinon on s'en sort pas. Sinon on ne peut pas, fonctionner en disant, dans le fond, celui qui est différent doit être dans le musée de l'immigration. Non, il y a des critères relevant de la nationalité, bien entendu, et ces critères de nationalité qui fait que nous allons nous intéresser aux immigrés vietnamiens, aux immigrés arméniens, etc. Première réponse par rapport à cela. Maintenant, sur les Juifs et les pays arabes, là encore une fois, ça renvoie à ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que il nous faut effectivement considérer ceux qui sont des Français et ceux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire ceux qui sont venus, par exemple, d'Égypte,
d'Égypte ne sont pas, disons, des Français d'origine, ce qui n'est pas le cas des Juifs d'Algérie qui, eux, étaient non seulement Français, mais qui se vivaient comme des Français sur le plan culturel. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai écrit là-dessus beaucoup d'ouvrages. Il y en a un autre qui doit paraître d'ailleurs en mars aux éditions Stock. Allez, vous reviendrez. Sur cet aspect-là, qui est très important. Donc, si on mélange toutes les catégories, si on trace pas des précautions, si on n'établit pas des précautions méthodologiques, alors précisément l'immigration devient cette sorte de brouillard où on confond absolument toutes les catégories. Ceux qui sont français, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont des descendants de Français, des descendants d'immigrés, etc. Donc, on va essayer effectivement de revenir aussi à des périmètres, des espaces, disons, sur le plan méthodologique, où on puisse précisément dire, nous allons faire des expositions sur les Italiens et les descendants d'Italiens, par exemple. Vous voyez, ça c'est très très simple. Mais si on va chercher ce qui est dans les interstices, les conflits, les affrontements et les rapports compliqués, alors évidemment, la question, disons, des intégrations possibles devient difficile. Je dirais une seule chose. Moi, vous savez, je suis ni naïf, ni alarmiste, c'est-à-dire sur la question de l'immigration. Je sais très bien qu'il y a des difficultés d'intégration dans la société française, qu'il y a, disons, des pannes, qu'il y a des problèmes, des affrontements sur la question des valeurs culturelles en particulier, c'est évident. Nier cela serait totalement absurde. Bon. Mais je sais aussi qu'il y a dans cette société française des ressorts, des rebonds et des personnages et des acteurs absolument extraordinaires. Et c'est vers eux, principalement, que j'essaierai de me tourner. Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, Benjamin Stora, avec qui vous avez écrit, Abdelwahab Medeb, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps. L'archive d'une de ses émissions, il discutait, devisait, réfléchissait avec Dominique Schnapper. C'était au moment de la question de la crise des banlieues, en septembre 2007, les événements de Villiers-le-Bel, et Abdelwahab Medeb se posait la question, au fond, de savoir si cette crise d'intégration était liée à toutes les problématiques de l'immigration et notamment aussi les questions, bien sûr, de l'école chère à Abdelwahab Medeb. L'entité qui recevait était parfaite, avec une école superbe, l'école républicaine, avec la croyance en l'école, avec en effet par l'école la possibilité que le mérite soit reconnu, même si évidemment vous, sociologues, vous tempérez un peu cet effet de l'école républicaine en raison de ce que certains de vos collègues ont appelé l'héritage et la reproduction, qui a son effet. Mais malgré tout, il y avait plus que ce mythe, cette réalité de l'école intégrante. Et en ce moment, il y a deux aspects différents, me semble-t-il. D'une part, cette école qui est en crise, et d'un autre côté, cette crise française, cette crise des valeurs, correspond aussi, malgré tout, à un autre type de population. Une population qui vient d'un ancien espace colonisé, et de cultures qui ne sont pas européennes. Parce que même jusqu'aux Juifs d'Afrique du Nord, la plupart des Juifs d'Afrique du Nord étaient déjà occidentalisés dans leur culture. Voilà, Abdelwahab Medeb, juste un mot d'information pour vous signaler qu'il y aura une nuit spéciale consacrée à Abdelwahab Medeb du vendredi 26 au samedi 27 décembre, et puis que les Avoix nues qu'il avait réalisées il y a pas si longtemps avec Christine Goémé seront diffusées du 22 au 26 décembre. Benjamin Stora. C'est toujours très émouvant d'entendre la voix d'Abdelwahab parce qu'il nous a quittés très récemment et moi j'ai travaillé jusqu'au bout avec lui pratiquement. Donc ça me paraît absolument incroyable, inimaginable cette disparition, parce qu'on a porté ce projet énorme de cette histoire des relations entre juifs et musulmans qu'on a présenté dans beaucoup de villes, beaucoup d'endroits, de l'Institut du monde arabe au Musée d'art d'histoire du judaïsme. C'est un homme, puis aussi à Rabat, à Alger, à Tel Aviv. On a présenté cet ouvrage partout devant des publics extrêmement attentifs, sérieux, patients, et qui cherchaient précisément la culture et non pas l'affrontement, et ça c'est fondamental. Et ça me paraît, c'est toujours très émouvant d'écouter sa voix aujourd'hui, ça me fait beaucoup, ça me fait quelque chose. Voilà, je sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots parce que il est tellement près de nous encore que j'ai du mal à considérer qu'il est décédé aujourd'hui. Sur la question, ce qu'il disait de l'école, c'est une des clés. C'est une des clés, absolument. Vous savez, on a parlé beaucoup d'Algérie tout à l'heure, mais
N'oublions pas la grande figure d'Albert Camus, Oui. qui doit tout Oui. à l'école républicaine et qui a obtenu ce prix Nobel de littérature en 57. C'est le magnifique exemple, c'est le plus bel exemple précisément de tout ce qu'on doit à cette école républicaine. Donc il faut lui donner les moyens, disons, de son renforcement et puis aussi de faire en sorte que cette histoire dont on a beaucoup parlé ce matin ici à France Culture puisse aussi aller dans les manuels scolaires sans angélisme, sans naïveté bien sûr, mais en mentionnant tous les apports culturels de ces hommes immigrés, de ces femmes, de Picasso à Chagall. On va pas ici faire la liste de tous ces grands étrangers qui ont fait la France et dont la France a à être fière aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de très important de savoir que des centaines de milliers de touristes du monde entier viennent au musée Picasso. Et que Picasso a mis quand même beaucoup de temps à obtenir la nationalité française. Merci Benjamin Stora d'avoir accepté notre invitation.